So I would like you all to take your seats again. Si vous pouvez prendre vos places, mettre vos casques le cas échéant. And I'm also looking for my first speaker. Et je cherche un peu mon premier intervenant. I'm looking for Jean-Marie Calvet. Jean-Marie Calvet. Okay, we are waiting for him. On l'attend. Well, I would like to start. Et donc, je vais commencer. So, sorry, I would like to start. Si ça vous gêne pas. For our third session, pour cette troisième session sur le patrimoine technique et les sites ouverts au public, je vais me présenter rapidement. Je suis Jörg Unterweiter, je travaille pour l'administration allemande et je suis membre du comité génie de l'IASM et je suis ici pour présenter les deux intervenants qui viennent. Le premier, à savoir Jean-Marie Calvet, qui va faire une présentation sur la conservation des collections. On le connaît déjà. Il nous a déjà fait organiser un week-end génial. Il est président de Phare de France et membre honoraire de l'IASM, l'un des rares membres honoraires. Thank you, Doc. Ils sont joueurs, ils avaient caché mon papier. Bon. Ok. Everything is ok. Bien. Je vais donc vous parler d'une longue expérience de gestion d'un établissement ayant vocation à faire la promotion des collections, des phares et balises et toutes ces choses-là. Ma première expérience en matière d'ouverture d'un phare au public remonte à l'année 1983. Le phare de Cordouan, devant bénéficier d'une importante campagne de rénovation, avait été fermé au public l'année d'avant, mais sa notoriété, déjà à l'époque grandissante, amenait beaucoup de personnes souhaitant le visiter. Il a alors été décidé d'ouvrir le phare de Grave, que vous avez sous les yeux, mais uniquement la tour et le local technique qui était au milieu des logements de gardiens. Afin d'offrir une découverte du phare de Cordouan, les PowerPoint n'existaient pas, ou en tout cas pas au Verdon. On avait pour faire la présentation d'un phare, nous avions fait l'acquisition d'un projecteur Kodak Carousel, il faudra je pense à demander des royalties, Carousel de 99 diapositives, Carousel qui était commandé par un lecteur de cassettes à double bande, une bande qui balançait des tops qui faisait défiler les diapositives et une bande dans laquelle nous avions un commentaire que nous vous pouvions proposer en plusieurs langues. C'était finalement assez moderne. Et nous avons demandé à un photographe professionnel qui n'était pas Alain Rampy, mais qui était quand même professionnel, de nous faire un reportage photo complet du phare de Cordouan. On a eu plus de 500 diapositives dans lesquelles on a pioché pour faire nos 99 diapos. Donc, le premier musée du phare de Grave, était consacré exclusivement au phare de Cordouan et il a été inauguré en juillet 1983. J'avais eu la chance, dans un précédent poste, d'avoir accès à de nombreuses pièces anciennes provenant du musée des phares et balises à Paris,
ou démontées dans des phares à l'occasion de modernisation. Ces pièces avaient été stockées dans un hangar du service des phares et balises au Vervon-sur-Mer, dans l'attente de jours meilleurs. Avec la création d'un musée au phare de Grave, j'avais enfin l'opportunité de mettre ces objets en valeur. C'est ce qui a été fait au moins partiellement en 1999, quand l'administration des phares et balises nous a rétrocédé un des 2 logements de gardiens, le logement de gauche, qui a donc été, on a eu d'abord le local technique qu'on ne voit pas mais qui est derrière la tour, et puis ensuite le logement de Grave, le premier logement de gardien en 99. Il faudra attendre 2014 pour que, prenant la présidence de l'association gestionnaire du musée du phare de Grave, toutes ces pièces soient enfin mises en situation afin d'être découvertes par les nombreux visiteurs qui fréquentent alors le musée. Voilà, ça c'était un peu l'historique, mais ma conclusion. Depuis 40 ans, je participe à l'animation de ce musée et je suis arrivé à 2 conclusions principales. D'abord, ce que les gens attendent en premier lieu d'une visite de phare, quel qu'il soit, c'est de grimper au niveau de la lanterne. Ce qui fascine le visiteur d'abord, c'est l'idée de monter en haut, de regarder autour et de redescendre. Ensuite, ce qu'ils attendent, c'est de l'authenticité. Et ce que j'entends par là, c'est c'est qu'on leur donne un message vrai, pas plaquer l'histoire du phare d'Eckmühl dans le phare de l'île Vierge ou l'histoire du phare de Calacoub dans le phare de Cordon. Il faut rester basiquement sur l'établissement où on est. Ce qui vous envisagez d'ouvrir un espace d'interprétation, quel que soit le nom qu'on lui donne, dans un phare, commencez par rassembler des pièces techniques en relation avec ce phare. Anciennes optiques, lampes électriques ayant éclairé la lanterne, systèmes hors service comme les machines de rotation, la corne de brume. On n'y pense pas toujours, mais ça fascine une corne de brume, le principe même de la corne de brume. Le groupe électrogène, pourquoi pas? Rien ne doit être exclu a priori. Tous les objets ont une histoire, et cette histoire intéresse vos visiteurs. Même le bureau en métal des années 70 présente de l'intérêt s'il est bien mis en valeur. Si rien n'a été changé, ou si les responsables du phare n'ont pas jugé bon de garder les éléments techniques démontés, tournez-vous vers les services en charge des archives, à l'échelon local ou national, car il y a toujours des éléments qui retracent la vie du phare quelque part, et les visiteurs sont très intéressés par ces documents. Enfin, il convient de bien protéger les éléments que vous avez récupérés. Les visiteurs sont généralement respectueux des sites qu'ils visitent, mais pas toujours. Pour m'occuper du phare de Cordon, nous avons fait de nombreuses recherches dans les archives du phare de Cordon qui sont très nombreuses parce que le phare des rois a toujours intéressé les rois et donc tous les documents étaient en double, en région parisienne, en région locale, etc. Et ça nous a permis de retrouver des choses assez sympathiques. Le règlement de 1727 codifie déjà strictement les visites et fait allusion aux dégradations des premiers touristes, notamment aux graffitis laissés sur les murs. On y trouve dans ce règlement de 1727 « Les gardiens auront soin de ne laisser aller aucun étranger seul pour visiter la tour et les empêcheront d'écrire leur nom le long des murailles et surtout de la chapelle. » 1727, ça ne nous rajeunit pas. Ils veilleront à ce que l'on ne fasse aucune ordure que dans les endroits qui sont destinés pour cela. Donc voilà, c'était des instructions qui étaient données aux gardiens du phare de Cordon. Donc faire en sorte que les objets présentés soient bien visibles, mais hors d'atteinte, cloche en verre ou en plexiglas, espacement des objets, vitrines, etc. Et si possible, les mettre en condition. Faire tourner une optique, la doter d'une lampe, éclairer les feux d'entrée de port. Ensuite, ne pas surcharger l'espace. Encore une fois, la priorité étant l'ascension du phare, le visiteur ne vous en voudra pas si vous ne lui présentez que quelques objets, à condition qu'ils soient bien liés à l'établissement. Enfin, il faut garder à l'esprit que le visiteur n'est pas forcément un connaisseur de la civilisation maritime et des techniques employées. Il faut lui donner en quelques mots des explications sur l'utilité de chaque objet présenté et son mode de fonctionnement. C'est pas toujours facile.
Expliquer à un visiteur le principe du détenteur éclipseur, type le Pôte, par exemple, je me suis souvent cassé les dents. Mais il faut pas verser non plus dans une technique, ni vouloir être exhaustif. Nous ne sommes pas chargés de lui faire passer le permis bateau. Bien sûr, les commentaires doivent être disponibles à minima dans la langue du pays et en anglais, mais aussi selon les origines des visiteurs dans d'autres langues. Alors là, c'est plus facile à dire qu'à faire. Quand vous visiterez le musée du phare de Cordouan et des phares des Balises à la Pointe de Grave, inauguré le 24 mai dernier, vous serez indulgent parce que vous constaterez que toutes les explications sont données exclusivement en français. Les autres langues sont prévues, mais pas pour tout de suite. Et ce sera mon dernier conseil. La réalisation d'un musée sur les phares est assez complexe. Il faut prendre son temps et pour ne pas se tromper. Alors nous, le musée de Grave, on a eu le permis de construire en août 2019. On l'a inauguré le 24 mai 2023. Alors, je vous souhaite une bonne visite du phare de Grave demain soir. Et pour ceux qui ne pourront pas le visiter, ça a défilé tout seul. Dame Ned, bon, je vous laisse. Bon, c'est pas grave. Alors ça, et le film aussi, vous l'avez vu? Ah oui, vous avez pas. En fait, vous avez pas écouté, quoi. Bon, donc ça c'est pour ceux qui ne pourront pas le visiter. C'est un petit film qu'on a réalisé pour garder en mémoire ce qu'on a. On a un grand couloir. On a eu la chance. Alors ça, c'est un autre message, mais qui s'adresse vraiment aux franco-français. On peut le phare de Grave et ses logements sont inscrits aux monuments historiques. Ça ne nous a pas empêché, avec un beau projet, d'abattre toutes les cloisons à l'intérieur du musée et de refaire quelque chose d'ouvert, d'aéré. Donc là, on est dans le local technique, l'ancien local technique. Et en fait, on a pu vraiment faire un travail de remise en valeur de toutes les collections. Bon, parce que j'avais un bon scénographe, mais aussi parce que la DRAC a été attentive à la qualité de ce qu'on faisait à l'intérieur et qui nécessitait de ne pas garder la répartition des pièces telle qu'elle était à l'origine. Mais bon, bien sûr, on n'a pas changé les façades, on n'a pas changé la toiture, on n'a pas touché aux peintures. Voilà. Alors c'est un petit musée, hein, on a 250 mètres carrés au plancher. Mais on a de très belles pièces. Là, juste à droite, là, c'est une optique que Fresnel a faite avant l'optique de Cordouan, dans laquelle il y a un mélange de réflecteurs paraboliques, de cristal taillé et de miroirs. Et on voit bien qu'il était en train d'essayer de voir qu'est-ce qui fonctionnait le mieux. Bon, voilà, je pense que là, c'est bon, hein, on va pas vous embêter pendant une heure. On va stopper la promenade. Bon, combien de temps il y a, voilà. Merci beaucoup. Alors, les questions, c'est à la fin, je suppose? Ouais, bon, voilà, alors j'ai fini. Thank you. So, thank you very much for your presentation. Merci beaucoup pour cette présentation, cette contribution. Et je présente maintenant notre prochain intervenant, professeur Kim Yong-un de l'Université de Pai Cha, ingénieur, architecte et membre du comité de l'IFM et qui présente une utilisation alternative du phare de Palmito, le premier à utiliser une lentille de Fresnel en Corée. Et donc, je vous passe la main. Hello everybody. Bonjour à tous. Comme cela a été dit, je suis Jong-hoon Kim de l'université de Pai-chae en Corée. Mais je ne suis pas président, je suis vice-président. Tout d'abord, félicitations
pour le 200e anniversaire de la lentille de Fresnel au phare de Cordouan. Je suis très honoré de pouvoir partager mes recherches avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous en parler de l'usage complémentaire du phare de Palmido. Comme cela a été dit, le phare de Palmido est le premier en Corée à utiliser une lentille de Fresnel. Ma présentation est répartie en 3 parties. Tout d'abord, je vais vous en dire quelques mots en introduction. Je vais vous parler de cet usage complémentaire du phare. Et ensuite, je vais vous parler sur l'impact que ça a sur ma proposition. Le phare de Palmido est au large de la côte de Incheon. C'est sur la côte ouest de la péninsule coréenne. Et ça a été la première ville à adopter la culture occidentale. C'est parce que Incheon est connecté à Séoul. C'est pour cela il s'agit d'un phare qui est d'une importance géopolitique très importante. Le phare de Palmido a un phare ancien et un phare nouveau. Comme vous voulez le voir, c'est Palmido. Il faut 1h30 depuis Incheon jusqu'à ce phare de Palmido. Voici l'ancien phare et voici ici le nouveau phare. Et voici, vous pouvez voir d'au-dessus le site. Ce sont en réalité ici des caractéristiques des phares coréens. Il y a, et ça c'est très important, il y a un site militaire à proximité du phare. Au cours de la guerre de Corée dans les années 50, le phare de Palmido a joué un rôle très important dans les débarquements, l'opération débarquement d'Incheon. Je voudrais maintenant suggérer des moyens complémentaires d'utiliser ce phare pour le public en utilisant son rôle historique et son rôle géopolitique. Alors, voici, vous voyez mieux ici, l'ancien phare et derrière le nouveau phare de Palmido. Il y a beaucoup d'histoires sur ce site entre le Japon, l'Angleterre. Il y a quand même énormément d'histoires liées à ce site dans l'époque moderne d'ailleurs de l'histoire de la Corée. Tout d'abord, comme il faut prendre un bateau pour arriver au phare de Palmido, il faut utiliser un système basé sur un passeport. Comme vous pouvez voir ici, c'est la marque de cette plaque. On voit donc la lentille venant de Paris. Alors, donc on propose un système à base de passeport parce que ça donne l'impression d'ailleurs qu'on visite un pays étranger quand on visite ce site. On l'a divisé en 3 parties. Donc si on veut aller sur Palmido, il faut prendre un bateau, comme je l'ai dit. Donc, on peut voyager comme vous voyez ici et ce qu'on a proposé, c'est d'utiliser un système de passeport. Donc, voici notre système et sa mise en place. J'ai réparti ce système en 3 parties. Tout d'abord, c'est un voyage juste pour la journée. Ensuite, il y a une deuxième proposition, c'est de rester à court terme. Et ensuite, il y a un séjour à plus long terme. Donc, 3 propositions. On propose un plan pour bien sûr minimiser les dégâts par rapport à l'environnement qui entoure l'île. Donc prépare pour ceux qui viennent pour la journée, leur préparer un pass journée.
Donc maintenant, c'est nouveau, mais on va en réalité pouvoir utiliser par la suite les mêmes types de passes qui étaient utilisés par les militaires quand ils visitaient l'île. Donc en réalité, cette historique militaire a un impact sur notre utilisation du site, parce que vous savez, il y a la Corée du Nord, la Corée du Sud. Donc généralement, il y a des installations militaires dans les phares, donc afin de permettre la gestion de l'île. Alors, ce que je voudrais, c'est je veux utiliser en fait la démarche originale, initialement utilisée. Ensuite, pour ceux qui viennent loger sur l'île, il y a un hébergement pour des séjours à court ou à long terme, et il y aura donc un pass qui utilisera la forme et le style des hébergements utilisés traditionnellement par les gardiens de phare. Voici donc le parcours. Donc c'est la boucle, si vous voulez, et c'est ça qui a été créé en fait par les installations militaires. Donc je peux utiliser en réalité le parcours qu'on avait déjà. Dans les premières phases, on va d'abord achever cette boucle du parc marin qu'on veut créer sur place. Alors, et ensuite, on veut faire assurer l'expansion donc du point à la face. Donc, on n'a pas besoin de se focaliser sur le phare lui-même. On a besoin de comprendre en fait l'environnement de toutes les zones qui l'entourent. En plus, il y aura un centre communautaire qui sera installé pour les séjours à plus long terme de nos visiteurs, afin de partager des idées humanistes sur les cultures marines. Je pense que ce sera très important pour nous d'aller au-delà du phare lui-même et de comprendre en réalité la culture et la valeur du site ainsi que l'environnement, son environnement. Donc, c'est une suggestion pour créer de nouvelles infrastructures, mais tout en tenant compte du contexte historique de ce phare de Palmido. Alors, nous avons bien sûr une histoire de la période coloniale également. Donc, le public se dit que parfois on pense qu'à l'histoire et pas forcément au temps moderne. Donc en fait, j'ai suggéré d'avoir un festival, en fait, allant d'un prisme qui va de la mer de l'Empire vers la mer d'un festival que nous organiserions avec des manifestations artistiques. Donc, on va tenir compte, bien sûr, du contexte historique de ce phare de Palmido, mais grâce à ce type de festival, on pourra mettre en valeur la culture maritime, aussi promouvoir la recherche sur l'océan et développer les activités de loisirs liées aux océans. Voilà, je voulais vous montrer ici notre unité de logement. Donc les logements, là, ça vient, en réalité, c'est inspiré de la maison initiale du gardien de phare. Donc on a conservé cette forme et on a pu disposer ensuite dans notre proposition tout autour de ce parcours des logements. Et ça, c'est la maison d'origine du gardien de phare. Alors, voici le centre communautaire dont je vous parlais. Donc ça, c'est pour les visiteurs qui restent à long terme. Donc là, ça va assurer la promotion de la culture de l'océan. Ça va permettre à ces visiteurs de rester aussi, de stimuler une nouvelle culture de l'océan. Là, vous avez quelques vues du village du phare de Palmido. Je suggère qu'on appelle ça donc, comme je l'ai dit, le village du phare de Palmido pour la Corée. Donc, en conclusion, je voudrais vous dire
L'idée ici, c'est vraiment de créer, de régénérer une culture maritime, de faire de la recherche maritime et vraiment de cultiver cette culture grâce à l'utilisation de ce phare. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation et merci d'avoir travaillé sur la culture et cette culture maritime, cette culture des océans que vous évoquiez et de tenir compte de l'histoire, mais en même temps de faire quelque chose qui soit nouveau, un lieu nouveau pour accueillir des événements sur cette île. Alors on a maintenant un peu de temps. Vous allez pouvoir poser des questions aux deux intervenants, en Jean-Marie et à Young-Hoon. Est-ce qu'il y a des questions suite à ces présentations? Alors, si on pouvait juste faire passer le micro. C'est au sujet du phare de Palmetto, excusez-moi. Je souhaiterais savoir s'il y a toujours une installation militaire sur place. La présence de militaires sur place. Aussi, on a effectivement une installation militaire. Elles y sont toujours, mais le Palmetto, le phare, est quand même ouvert au public. Il n'y a pas de problème. La présence de visiteurs à proximité de ces installations, ils acceptent totalement la venue des visiteurs extérieurs à l'île sur l'île de Palmetto. Il y a des choses qu'il faut faire pour veiller à ce que tout le monde puisse interagir bien. Le gouvernement contrôle les deux, par contre, les installations militaires et le phare de Palmetto. Donc, on peut avoir les deux. Donc, notre gouvernement, en fait, a la main sur les deux installations. Et donc, c'est lui qui régule, en fait, les flux. Et aussi les liens entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Comment dire ça? La guerre de Corée, c'était dans les années 50. Et jusqu'à maintenant, par contre, on n'a pas de guerre. Donc, on considère qu'on peut utiliser et bien gérer ces installations avec cet usage double. Et il y a une autre question d'Omar. Oui, pour Jean-Marie. Les collections, les artefacts, ces objets historiques, il y a certains objets qui ont une grande valeur, qui peuvent être très importants. Est-ce qu'il y a des questions liées à l'assurance? Est-ce que l'assurance entre en ligne de compte? L'assurance. Là, on a deux sources en fait de documents ou de pièces. Les objets que l'association achète, qui sont vendus par des particuliers ou des sociétés, et puis les objets que nous prête l'administration. Les objets que l'on achète, on les achète à un certain prix et on les assure pour ce prix. Les objets qui nous sont prêtés par l'administration les valorise et nous demande, et donc nous les assurons pour cette valeur d'assurance. Mais c'est très difficile de savoir quelle est la valeur d'une optique. C'est très très difficile d'avoir une idée de la valeur de l'optique parce que les optiques en verre taillé ou ça se fait plus. Donc on n'a pas de référence récente de matériel. Merci. Thank you. So this is really a good question.
Là, c'est vraiment une bonne question. Quelle est la valeur, oui, de l'optique? On a eu cette question-là chez nous aussi. J'ai vu une main, Malcolm. Oui, ma question est pour Monsieur Kim. Quand est-ce que vous pensez que le village sera achevé? Je ne suis pas sûr. En réalité, pour tout vous dire, je suis pas sûr. Travaille aussi sur le forum du patrimoine coréen. Je suis président du forum du patrimoine des phares en Corée. Donc, je fais mon possible pour que ça arrive. J'ai une deuxième question. Est-ce que je peux avoir un passeport, s'il vous plaît? Peut-être que nos collègues vont pouvoir vous imprimer le passeport pour que vous puissiez venir en Corée et à Palmido. Merci pour votre question. OK. Il y a une autre question de Mike. Je voulais vous donner quelques éléments, un peu plus d'éléments sur le phare de Palmido. Vous pouvez accéder à ce phare avec des bateaux de croisière. Donc même s'il y a des installations militaires à proximité du phare de Palmido, donc il y a un nombre de visites limité, 80 personnes seulement à la fois. Donc c'est bien pour visiter, ça me pose pas énormément de problèmes. Est-ce que vous pouvez peut-être passer votre micro à Géraldine? Ah non, non, je pensais que vous aviez levé la main, pardon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous avez toute la chronologie à l'esprit pour respecter le temps. Merci beaucoup. Merci à vous deux pour vos présentations. Merci pour vos questions. Je pense qu'on va fermer pour la séance. Ceux qui sont venus en bus, alors vous avez eu un ticket pour la visite de Cordouan, soit cet après-midi, soit mercredi matin. Pour mercredi matin, il n'y a pas de problème. Il y a le bateau. Enfin, si la météo ne se dégrade pas, on ne devrait pas avoir de problème pour aller au phare. Il y a des places en quantité suffisante. Pour ce matin, comme je l'ai expliqué, on est limité à 45 personnes en raison des conditions météo, en raison du fait qu'on ne peut pas rester trop longtemps au phare, donc on ne peut faire qu'un seul transport avec le bateau amphibie. Donc ceux qui ont un ticket pour la visite de cet après-midi viennent bien sûr, montent dans le car et vont à l'embarquement. Ceux qui n'ont pas de ticket mais qui voudraient tenter le coup quand même peuvent y aller en voiture, à Port-Médoc et au fond de la Darse. Et s'il y a de la place, on les fera monter. À 45, on s'arrête. Concrètement, tous ceux qui sont venus en bus ce matin peuvent monter. Le bus va nous attendre. Où est-ce qu'il est le bus? Là où je l'ai vu tout à l'heure? Ok. Donc le bus est à peu près à mi-chemin entre ici et la salle de restaurant, dans la direction du restaurant, enfin de la salle Cordouan. Tous ceux qui sont venus en bus ce matin peuvent monter dedans puisqu'on va faire une halte à Sunelia pour déposer tout le monde. Ceux qui n'ont pas de ticket pour cet après-midi mais qui voudraient quand même tenter le coup peuvent récupérer leur voiture à Sunelia à ce moment-là. Et les autres, vous avez quartier libre jusqu'à demain matin. Je ne sais plus, Jacques, 8h30, 9h15. Salle ouverte 8h30, conférence 9h15. Et demain, nous parlons de technique. C'est ça, oui. Les consignes de là, plop. Oula, oui, de théorie et de technique. Bon après-midi à tous, que ce soit à Cordouan ou ailleurs. Et merci de votre présence ce matin. Les dessins que nous avons vus se construire au fil de la conférence sont faits par Alice, qui est au fond de la salle, cachée derrière la paroi noire.
Alors déjà que debout, elle est pas très grande, mais alors assise, Standing, she's not very tall, but seated, we need to make sure we can see her.